On est très très heureux d'être en votre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Vendredi, je suis en compagnie d'Alain Toussaint. Bonsoir Alain, comment ça va? Je vais bien vous-même. Merci, ça va très bien, merci. Bonsoir Daouda Koulibaly. Bonsoir Brice Anou, comment allez-vous? Alhamdoulilah, comme on dit. Ça va. Je prononce bien? Ça va, oui, c'est ça. Ça va, d'accord. Bonsoir Élisée Bouloubeu. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va très très bien. Super. Bon, on souhaite un bon vendredi à tous nos téléspectateurs. On espère que vous êtes bien calés devant votre poste de télévision, vos différents postes de télévision. Merci de regarder le Grand Talk. On va commencer par une petite immersion, c'est le cas de le dire. Mon cher Daouda, Alain et Élisée. Eh bien, je vais vous évoquer la question de la gouvernance forestière, donc, qui était au cœur d'un séminaire de partage entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo-Brazzaville, venu donc s'imprégner d'expertise ivoirienne en matière de gestion, d'optimisation de fiscalité forestière. Vous me direz comment cette expertise ivoirienne se matérialise, se manifeste. Eh bien, de ce qu'on sait, eh bien, c'est que la Côte d'Ivoire s'est enrichie de sa politique avant-gardiste en la matière, donc ce qui lui a valu, par exemple, le succès du binôme Café-Cacao, vous vous en souvenez. Et donc, c'est un séminaire qui était l'occasion pour les experts ivoiriens de présenter le modèle, donc savoir-faire Côte d'Ivoire à travers donc plusieurs points. On citera entre autres le travail d'équipe entre les parties prenantes, donc en matière d'administration forestière. Plus globalement, l'implication des opérateurs économiques dans la prise et l'application des décisions fiscale, Daouda. Oui, je pense que c'est une très bonne initiative dans la mesure où ça démontre de la force de l'administration ivoirienne, puisque c'est le colonel Bassimori qui les a reçus. Ils étaient du 12 au 14 à Abidjan pour s'imprégner de ce que la Côte d'Ivoire a fait et les avancées qu'elle a pu démontrer. Et elle a donné des conseils à ses hôtes du jour pendant ces 2 jours de séminaire. J'espère, parce que quand on sait que le Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de forêts, il va falloir au moins comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur écosystème. Je pense que c'est une très bonne chose pour moi. Élisée? Oui, mais je pense que c'est déjà bien que la Côte d'Ivoire, disons, je ne dirais pas donne des leçons, mais partage son expérience en matière concernant ses succès avec d'autres pays frères. C'est déjà une très bonne chose. C'est vrai qu'au niveau de la politique forestière, il y a eu quand même quelques avancées depuis 2014, déjà avec le nouveau code forestier qui a été adopté en 2014, et puis la stratégie, je dirais la stratégie nationale sur la forestation qui a été mise en œuvre, ou du moins lancée en 2019, et qui est censée couvrir la période 2019-2030, où il y a un certain nombre quand même de mécanismes et d'actions qui sont prévus pour permettre vraiment de retrouver déjà une bonne partie de cette forêt-là. Je crois que c'est prévu environ 40% de la couverture d'ici 2030. Donc c'est quand même des efforts qui sont louables, et je crois que c'était quand même bien qu'une telle expérience soit partagée avec des pays frères. C'est une bonne chose. Surtout d'autant plus que le Congo a bénéficié donc de la part de la Banque mondiale, d'un financement. Donc on parle de 140 millions de dollars, donc US. Et donc il était important pour pouvoir bien exploiter. Pour pouvoir mieux dépenser cet argent, il faut s'imprégner de l'expérience et de l'expertise des pays qui l'ont réussi. Ouais. Moi, je pense que, sincèrement, il n'y a pas de mal à demander de l'aide quand on n'a pas l'expertise, d'aller voir ceux qui savent, ceux qui l'ont déjà fait et ceux qui l'ont réussi. Ouais. Et puis, il y a un bon point, c'est un séminaire donc, qui a été coordonné par un Ivoirien. Il s'appelle Noël Quadio, il est expert comptable, donc, qui a mené préalablement donc, cette étude en matière de fiscalité forestière, donc sous la houlette de bailleurs de fonds qui lui ont fait confiance. Et je crois que c'est tout bénéf pour la Côte d'Ivoire, belle initiative, donc on voulait en parler. Et puis, concernant la gestion administrative, forestière, fiscale et tout cela. Donc, bon point pour la Côte d'Ivoire. Et puis, bon, félicitations à M. Noël Quadio et à toute son équipe pour ce séminaire-là. On a noté donc bonne délégation du Congo-Brazzaville. Attention, il faut préciser que c'est le Congo-Brazzaville. Bon, les amis, on va évoquer un autre point pour notre rendez-vous de ce soir. C'est la fin de parcours Boribana, hein, c'est une expression qu'on disait, fin de parcours pour 29 cyberdélinquants, on dit communément brouteurs. Eh bien, c'est une opération de la DST Daouda qui a permis de mettre hors d'état de nuire une activité. En fait, ces 29 personnes étaient logées dans un appartement tous ensemble. Ils ne sont pas ressortissants de la Côte d'Ivoire, ils viennent d'un autre pays. Je n'ai pas envie de citer le pays pour ne pas faire de stigmatisation. Non, il faut donner l'information. Voilà, ils viennent du Nigeria. Voilà, ils viennent du Nigeria. Et ce qui s'est passé, c'est que sur dénonciation d'un habitant du quartier qui trouvait suspect que 29 personnes vivent dans un appartement, donc la personne a appelé la police.
La police est venue faire une perquisition et c'est là qu'ils ont retrouvé ce jour-là. Une quarantaine d'ordinateurs. Voilà, une quarantaine d'ordinateurs, 47 téléphones portables, des 4 SIM, des documents administratifs. Et il s'adonnait en fait à, comment on appelle ça, ils volaient l'identité de personnes de type caucasienne pour essayer d'arnaquer d'autres personnes. Et quand on leur a demandé, et puisque la police ne pouvait pas gérer, ils ont appelé la PLCC qui est venue mener les enquêtes et ils ont compris qu'ils ont pris toutes les preuves dans leurs ordinateurs. Et finalement, ils sont passés à table, ils disent que chez eux au pays, il n'y a pas d'électricité, les coupures d'électricité les fatiguent, donc ils ont préféré se déporter en Côte d'Ivoire ici. Donc en gros, voici les faits. La belle excuse, hein. Franchement, comme excuse, ils pouvaient trouver mieux. Non, mais après, ça permet de mettre à nu un phénomène qui est bien existant. Là, effectivement, on parle de personnes de nationalité étrangère, mais fort est de constater que c'est une pratique qui est aussi l'affaire de nationaux. Oui, c'est une affaire de affaire jeunes nationaux. Oui, c'est vrai qu'il y a certains nationaux qui sont dedans, mais faut... Moi, je me suis fait arnaquer il y a 2 semaines. Donc, oui, je sais, Yako Brice. Mais au-delà de tout, je veux dire, cette pratique-là vient de l'étranger parce que quand on laisse les gens venir perpétrer ce genre d'actes chez nous et que même nos frères s'y mettent, finalement, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Côte d'Ivoire était blacklistée partout, on ne pouvait pas faire de paiement, on ne pouvait pas faire de transactions, on était bloqué de partout. Après, voilà. Quand vous dites que le phénomène vient de l'étranger, bon, je vais peut-être vous le concéder, mais on sait également qu'à l'étranger, certaines nationalités, dont des Ivoiriens, se donnaient malheureusement, s'adonnaient à cette pratique-là. Donc, du coup, quand ces gens-là, ils reviennent, enfin, d'autres sont revenus, et puis là, effectivement, vous parlez de nationalités étrangères qui s'associent. Moi, je crois que le gouvernement déploie, Élisée, vous me direz, de grands efforts pour mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces pratiques-là. Moi, ce que je veux noter, hein, c'est vrai que c'est certain que depuis quelques années, quand même, il y a même des lois qui ont été prises. On a la loi sur la cybercriminalité de 2013 révisée en 2017, donc vraiment, il y a des efforts qui sont faits à ce niveau. Mais ce que je note surtout dans cette information qu'on reçoit, c'est la perspicacité et puis, je dirais, la collaboration de ce citoyen-là. Ça, c'est quand même important. Il faut qu'aujourd'hui, on puisse, entre nous, Ivoiriens, comprendre qu'on ne peut pas mettre la police à tous les endroits. Mais entre nous-mêmes, on peut déjà être les premiers niveaux d'alerte sur des situations qu'on trouve suspectes, sur des situations qui ne semblent pas être vraiment claires. Et c'est en cela que moi, je salue l'attitude de ce citoyen qui a interpellé les forces de police. Souvent, on est dans des quartiers, on voit des situations qui sont souvent pas clairs. Souvent même, on va jusqu'à savoir exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que le caractère criminel de l'activité des personnes sont connus. Mais personne n'ose lever le doigt ni le signaler. Et après, on est surpris quand finalement on est assailli par une horde de petits drogués, ou bien de petits délinquants, ou bien de petits gangsters, disons, qui nous envahissent. On est maintenant submergés et on crie. Mais je vais plus loin, Élisée, dans la liste, hein, vous avez parlé de petits drogués, petits gangsters, ça va jusqu'aux terroristes. Hein. Mais bien sûr. Quand on voit la situation, par exemple, à Bassam, où quelqu'un a évoqué le fait qu'il y ait des personnes qui vivaient, qui ont commencé à fréquenter les lieux, à habiter... Tu parles de Bassam, Brice, mais parle de 2002. Quand tu regardes au niveau de Agban, le coup d'État manqué qui s'est mué en rébellion sur nous, dont nous vivons les conséquences. Mais des gens ne peuvent pas venir poser des conteneurs dans un lieu et ça n'a interpellé personne pendant des mois et des mois, jusqu'à ce qu'on se rende compte finalement que c'est de là que partent les attaques, puisqu'ils avaient tout l'arsenal dedans. Donc ça veut dire ce que Élisée dit est tellement juste dans la mesure où il faut qu'à un moment, les Ivoiriens se disent, quand je vois quelque chose de suspect, il faut appeler la police simplement pour dire il y a peut-être truc qui c'est bizarre. Vérifier, c'est pas un crime, on peut vérifier pour voir ce qui se passe. Mais pourquoi on ne vérifie pas? Pourquoi on n'appelle pas en général? Parce qu'on parle d'un sentiment, je ne veux pas qu'on dise que c'est moi, c'est cela? Oui, mais aujourd'hui, quand même, je pense que les forces comme les forces de la DST, les forces de police ou même les forces de gendarmerie, ils ont des unités qui aujourd'hui sont habilitées à faire ce travail. Elles peuvent interpeller sans qu'on ne sache que cela vient de toi. Il y a cette possibilité-là. Voilà. Il y a des niveaux, il y a l'interpellation, il y a des enquêtes, et puis il y a des même les gens de la DST, les agents de police, il y a certains qui sont avec nous, même les agents de renseignement généraux qui sont avec nous, qui exercent d'autres activités sur certaines étiquettes, mais qui sont des agents des services généraux. Donc, il suffit juste d'interpeller, eux, ils vont mener l'investigation qu'il faut, on ne saura pas que c'est vous. Mais imaginez que sur le prétexte de dire que non, je ne veux pas qu'on dise que c'est moi, et que demain notre quartier est envahi, ou bien nos habitations sont assaillies par ces délinquants-là, on se met tous en danger. Après, on dira que, ah, mais si je savais. Mais si je savais, c'est dès maintenant qu'il faut le prendre. Ce n'est pas après, en fait. Voilà. Oui, je pense que c'est très intéressant. J'allais vous poser une question à votre intervention. Pourquoi, selon vous, tout ça arrive finalement?
La délinquance, là, La cybercriminalité, tout ça. Non, mais je pense que c'est l'appât du gain. Et moi, ce que je veux relever ici, c'est le fait que des individus entrent sur un territoire. Bon, ce sont les lois de la CEDEAO qui l'exigent, effectivement, la liberté de circulation, etc. Mais il serait peut-être temps que chaque État renforce ses contrôles aux frontières. Parce que ces individus, visiblement, sont des spécialistes du broutage et qui quittent leur pays pour venir en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est tout à fait bien que ces personnes aient été arrêtées. Maintenant, ce que je veux aussi qu'on dise, c'est d'éviter de créer une société de la dénonciation. Voilà, le renseignement, c'est l'affaire de la police. Voilà, c'est elle qui a les moyens, les outils pour mener des investigations, pour anticiper, pour arrêter la commission de crimes, etc. Effectivement, la population peut coopérer. Mais il faut éviter qu'on se livre aussi à des dénonciations parfois calomnieuses qui peuvent nuire à des personnes, à des familles et voire même à des intérêts. Oui, Alain, là, moi, je faut être très prudent. Je comprends ce que Alain dit, mais en fait, ce que nous sommes en train de dire ici est très loin de la dénonciation. Moi, j'observe une situation suspecte qui peut être pour moi une menace sur mon intégrité et l'intégrité de mes voisins et de mes concitoyens. C'est mon droit le plus absolu de le signaler à la police. En le signalant à la police, je ne suis pas en train de dire aux policiers que c'est des délinquants ou bien que c'est des criminels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les condamnés, ou bien leur donner l'identité d'être des délinquants ou bien d'être des criminels, ça revient à la police, mais après investigation. Mais c'est de mon devoir d'interpeller ou bien de signaler à la police qu'il y a des mouvements suspects. Moi, je vous donne un exemple très précis pour illustrer vos propos. J'ai ma tante qui me dit qu'elle remarque depuis quelques jours dans son quartier des mouvements de personnes à moto suspectes. Donc, des personnes qui font des mouvements. Et elle a l'impression vraiment, dans son cœur, dans son intime conviction, qu'elle a l'impression que ces personnes-là pourraient s'adonner à des activités. Je n'ai pas envie de les terroristes. Elle s'inquiète. Mais je lui ai dit, mais appelle la police. Elle me dit non. Non, mais en fait, Brice, moi, là où je partage un peu l'avis de M. Alain, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ou quand généralement nos polices mènent l'enquête, arrivé un moment, est-ce que les enquêtes là même, c'est bien mené? Mais la preuve, on attrape 20, on attrape 20. Oui, je sais. Oui, ça peut être un cas. On a vu. C'est un cas parmi tant d'autres. Quelqu'un a dénoncé les boissons frauduleuses, les contrefaçons de boissons à Nono et tout. Mais Brice, ça, ce sont des cas que nous avons vus, qui ont été traités dans la presse. Mais il y a des gens qui ont été dénoncés et finalement, on n'a rien trouvé, mais qui se retrouvent en prison. C'est ça. Ça existe. Non, ce que vous dites, c'est deux choses différentes. Non, c'est deux choses différentes. Élysée dit, et on va le dire. Moi, je suis d'accord. Si vous notez une activité suspecte, moi, je peux estimer qu'il y a une activité suspecte pas très loin de chez moi, la police va mener ses enquêtes. Et si elle estime que ces activités sont suspectes... attention aux dénonciations calomnieuses. Non, mais à quel moment vous faites la différence à quel moment voilà que la dénonciation... C'est de ça. Bon, là, évidemment, 29 personnes dans un appartement. Ça, quand même, c'est bizarre. Qui vont, qui viennent, bon, et puis qui parlent une langue qui n'est pas la langue usuelle du pays. Oui. Effectivement, ça peut susciter quand même un peu d'attention. Donc, je pense que là, les conditions étaient quand même réunies pour qu'effectivement la police même, pour un simple contrôle, viennent jeter un œil dans cet appartement. Mais des individus en moto, excusez-moi Brice, mais quand même, bon, qui font vrombir le moteur, qui tournent dans le quartier, etc. Bon. Mais justement, c'est le rôle de la citoyenne d'estimer qu'elle estime certainement que ça peut paraître suspect. Elle en parle à la police. Oui, elle en parle à la police. C'est pas que la police va tout de suite venir interpeller les gars à moto pour leur dire on vous fout en prison. Parce que sinon. Parce qu'on va arriver, nous allons tomber dans une société à l'américaine où on dénonce tout et n'importe quoi. Et finalement, on se retrouve face à du racisme, face à d'autres choses. Faisons attention. Il faut aller avec la pédale douce. De toute façon, ce qu'on est en train de dire là, on n'est pas en train de communiquer une attitude aux Ivoiriens parce qu'elles l'ont déjà. Il suffit juste de regarder sur les plateformes comme Police Secours et d'autres plateformes, en tout cas de sécurité. On voit généralement que la plupart du temps, les citoyens interpellent la police, interpellent les forces de sécurité sur des situations. Ça se fait déjà. Donc, on n'est pas en train de leur demander d'avoir une habitude. Mais on est en train juste d'être plus vigilant. Parce que la réalité des faits, moi, si je suis agressé, mon premier réflexe, c'est quoi? C'est-à-dire que si des gens sont dans la police, c'est d'interpeller la police. Et là, quand je vois déjà des menaces d'agression, des probables menaces d'agression, mais le réflexe normal que je dois avoir, c'est de chercher le secours, je dirais, le secours de la force publique. Donc, c'est d'interpeller la force publique si la possibilité, comme je le dis, allez le dire, on n'est pas en train de nous jouer des justiciers, on n'est pas en train de condamner les gens qui dit c'est des criminels. On dit aux postes de police, regardez, faites attention à ce qui est en train d'être... On a des mouvements qui ne sont pas des mouvements habituels, faites attention. Maintenant, la police, elle, dont le rôle est de mener des investigations au bout duquel ils estiment que quelqu'un est coupable.
cas d'espèce, Élisée, dans le cas d'espèce... Considérez que c'est une alerte. Oui, je comprends. Vous attirez l'attention. Je voulais attirer... Non, ce sur quoi je voulais... On termine là-dessus parce que oui, justement, il y a une information que je voulais porter à votre attention. C'est que la personne qui a interpellé, qui a appelé la police, mais elle a aussi mené ses propres investigations pour s'assurer que c'est vraiment bizarre avant d'appeler. Elle s'est assurée de franchir certaines limites pour dire vraiment c'est bizarre, j'appelle. Mais souvent, donc, si vous voyez votre voisin tous les jours qui monte avec 3 sacs noirs, à un moment donné. Mais c'est son sac noir. Non, non, mais tous les soirs, vous avez le droit de dire à un moment donné, si vous regardez que vous trouvez suspect, vous avez le droit de dire. Oui, s'il monte avec 3 sacs noirs et qu'il y a des odeurs pestilentielles, effectivement, on peut dire, bon, il y a quelque chose. Mais monter avec 3 sacs noirs ou 3 sacs noirs, ça peut être ses poubelles, ça peut être des débarras. Mais et puis, quand vous allez appeler la police, ça peut être sa nourriture. Moi, je peux estimer que ça me paraît suspect. Et donc, j'interpelle et j'appelle la police. La police mène des enquêtes. Elle vient s'arrêter 2 jours en bas de l'immeuble. À la limite, elle peut se rendre. Et puis, au bout de 3 jours, il y a rien. Elle se rend, il n'y a rien. Mais le gars continue, c'est ça, c'est tout. Donc, c'est une dénonciation calomnieuse. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pas du tout. Donc, à supposer qu'elle ait dit ça et que finalement la police vienne faire ses investigations et il savait que c'est un acte criminel. Donc, c'est une dénonciation quoi? Non, c'est une bonne dénonciation. Voilà, c'est une bonne dénonciation. Ah, donc il a fallu qu'on aille au bout des investigations. Ça, c'est les calomnieuses ou justifiées. Donc, il est important de faire l'investigation. On ne dit pas de se taire. On dit faites-le. Avec la pédale douce. Voilà, pédale douce. Il faut être prudent. Voilà, pour éviter des dénonciations calomnieuses. Bon. Écoutez, la police demande aux populations de collaborer. Donc, on va se dire merci donc aux différentes populations qui collaborent. Si vous sentez qu'il y a vraiment... Tout le monde collabore, mais on est prudent. On est prudent. Donc, on vous concède votre prudence. On vous concède votre prudence. Et on va recevoir donc, sur notre plateau Élisée, pas vous, Bouloubé, mais l'autre Élisée. Il s'appelle Élisée Goli, il est chorégraphe et directeur artistique. Bonsoir Élisée, merci de nous rejoindre sur le plateau du Grand Talk. C'est le vendredi, on a notre petite lucarne donc à la culture. Bonsoir Élisée, comment ça va? Bonsoir, ça va. Vous allez bien Élisée? Ça va, je fais grâce. Très très bien, je disais, vous êtes chorégraphe et directeur artistique. Oui. Très très bien. Depuis combien de temps vous êtes dans l'activité? Depuis 2015, chorégraphe et directeur artistique depuis 3-4 ans maintenant. C'est quoi aujourd'hui l'actualité des chorégraphes du monde des danseurs? Quand on sait que dernièrement, il y a l'un de vos collègues qui est décédé. Oui, on va dire on constate le malheur. Et en même temps, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Beaucoup de remords parce que je suis aussi de la Fédération ivoirienne de danse, Accord Danse, donc le secrétaire de l'organisation. Et on lutte pour que les conditions de travail des danseurs puissent voir de l'amélioration. Mais malheureusement, on est encore à la traîne parce que certains ou certaines personnes ne veulent pas voir certainement les choses évoluer, mais on est obligé d'avoir une corporation solide et très basique pour pouvoir donner de la formation. Alors justement, Élisée, vous parlez de corporation solide et basique. Comment on devient danseur? Est-ce qu'il y a des danseurs professionnels? Parce que moi, dans mon quartier, le gars a envie de faire un clip, il prend 3 gars qui sont dans le quartier, et ceux-là, demain, on dit que c'est des danseurs. Malheureusement. Et malheureusement, on voit aussi beaucoup de danseurs amateurs sur des projets de professionnels, ce qu'on déplore le plus. Et là, ce qu'on demande maintenant depuis près de 2 à 3 ans à tous les artistes danseurs professionnels et aux artistes, même aux clients qui souhaitent avoir de la chorégraphie ou de la danse dans leurs événements, c'est de prendre des professionnels. Aujourd'hui, pour être considéré comme professionnel, il faut avoir au moins la carte de membre donc de la fédération. Pour être considéré comme chorégraphe, il faut avoir au moins 2 à 3 pièces chorégraphiques. Donc déjà jouer en salle pour être reconnu et allons plus loin, avoir un numéro de matricule au niveau du ministère de la Culture. Et ensuite, se faire déclarer au Burida. C'est pourquoi nous sommes en train de mobiliser tous nos amis, tous nos collègues, tous nos frères à pouvoir se faire enregistrer. Mais pour l'instant, les danseurs n'ont pas encore ce droit-là au Burida, puisqu'on parle du bureau ivoirien des droits d'auteur. Donc c'est le chorégraphe qui est en ce moment en situation d'auteur. Alors quand on les voit dans des clips, c'est après avoir signé des contrats ou bien ils le font de façon informelle? Malheureusement, on a beaucoup de projets artistiques, donc chorégraphiques et de danse qui sont faits dans l'informel. Et là, ce que nous demandons, et là, après ce que nous avons vu, nous imaginons ce que l'artiste Serge Beno endure actuellement. Nous imaginons ce que la famille donc, du danseur endure. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de protection. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'assurance. Et ce danseur-là, n'eût été la bonne foi et l'humanisme de l'artiste Serge Beno, je me dis, si c'était un artiste débutant qui n'a pas de gros moyens ou qui n'a pas une grosse production derrière, est-ce qu'il serait à même de reconnaître sa responsabilité? Mais est-ce qu'il serait à même de dire, est-ce que c'est moi qui l'ai appelé? Parce que généralement, c'est un chorégraphe qui recrute les danseurs.
Et c'est parce que là, on sait que Beno, il est beaucoup professionnel et il est très proche de ses collaborateurs. Donc là, on sait qu'il est vraiment abattu. Ouais, c'est vrai. Parce que je connais des artistes, c'est lorsqu'ils tournent un clip qu'ils font appel à un chorégraphe quelconque qui fait venir 10 personnes pour l'accompagner dans une chorégraphie qui est montée séance tenante. Et puis qui ne sont pas des danseurs professionnels. Mais tout à l'heure, vous aviez... Mais là, pardon Élisée, là sur cette affaire Beno, du danseur décédé, c'est l'installateur, le propriétaire des installations qui doit rendre compte à la justice parce que ce n'est pas forcément celui qui utilise les installations. C'est la salle, le propriétaire des lieux. Je pense que c'est lui qui doit apporter des réponses à cette situation. Mais aujourd'hui, quelle est votre situation? Parce que quand vous êtes face aujourd'hui aux Ivoiriens, décrivez-nous votre situation. Il y a des danseurs professionnels, il y en a combien? Il y a une fédération qui existe aujourd'hui. Vous essayez de mettre tout le monde ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation des danseurs en Côte d'Ivoire est précaire? Comme dit Daouda, quelle est la situation? À combien ils peuvent être payés? Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre fédération? Tout ça, en fait. On va dire que la situation est précaire, ça, il faut le dire. Mais il faut aussi souligner qu'il y a 10 ans en arrière, tous nos partenaires avaient déjà regardé ailleurs. Mais aujourd'hui, nos partenaires reviennent vers nous, nous allons vers eux, on travaille. Il y a près de 60 et quelques compagnies qui sont reconnues au niveau de la Fédération de danse accordance. Et il y a près de 300 à 400 danseurs aujourd'hui qui rentrent en ligne de compte, donc qui sont enregistrés au niveau de notre base de données, qu'on nous mettons à la disposition de nos partenaires et de notre ministère de tutelle. Il y a aussi les élections qui vont voir le jour bientôt, donc pour le deuxième mandat, si possible, parce que c'est la nouvelle que nous donnons maintenant, on n'a qu'un seul candidat, heureusement ou malheureusement, encore qui revient à la charge. Donc on veut dire que c'est toute une organisation. Mais là, ce que nous demandons et ce que nous souhaitons, parce qu'on peut aussi jeune vouloir une belle carrière, mais on doit être aussi poussé par la bonne volonté de tous nos collaborateurs et de tous nos partenaires. Parce qu'aujourd'hui, quand ça arrange une société ou un artiste de pouvoir prendre quelqu'un qui n'est pas qualifié, il le fait. Mais quand ça ne l'arrange pas, je veux dire, il trouve d'autres moyens. Et quand c'est comme ça, le professionnel il est au chômage. Maintenant, là, ce que je veux savoir, vous vous plaignez, mais comment un chorégraphe comme Georges Momboy fait pour avoir des millions en termes de contrats pour que d'autres n'arrivent pas à en avoir? Alors, M. Georges Momboy, qui est un excellent chorégraphe, qui est un aîné d'ailleurs, à sa carrière, il a forgé sa carrière. Aujourd'hui, il a pu exceller à l'extérieur. Ouais. Aujourd'hui, il remet ses services en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas le même processus pour tout le monde. C'est ça. Voilà. Moi, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai servi au Ballet national de Côte d'Ivoire. Vous êtes également directeur de la compagnie artistique Moyen Ivoire. Non, chorégraphe. Chorégraphe. Je suis le chorégraphe de la compagnie Moyen Ivoire. Il y a un directeur artistique qui s'appelle Lamani Stéphane. Très bien. Voilà. 2024, la Cannes, est-ce que vous avez été contacté par le COCAN? Pour la question des COCAN, c'est plutôt des chorégraphes ou des structures qui sont allés postuler. Voilà, c'est un thème du postulat. Je sais que. Mais je veux dire, plus globalement, on a compris que vous n'avez pas postulé et tout ça. Voilà. Mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'au-delà, il y a de grandes manifestations qui se tiennent en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on fait appel à des chorégraphes pour présenter des fresques? Effectivement, ça je le dis, et puis j'en fais partie. Il y a pas mal de chorégraphes qui existent ici avec leur compagnie, qui présentent des travaux, à part M. Georges Momboy, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et pour nous, la Cannes ici en Côte d'Ivoire sera une plateforme, une façon pour nous de nous exprimer, mais encore de voir la solidarité qui doit exister entre les acteurs qui interviennent sur ce projet. Ça, c'est important parce que dans ma tête, j'imagine, qu'on contacte Élisée Bolougbe pour sa compagnie, il doit présenter une fresque de 250 danseurs, il peut faire appel à Élisée Goli. Effectivement. Il peut faire appel à Alain Toussaint, grand chorégraphe devant l'Éternel. Bien sûr. Voilà pour la... Grand danseur de Gbegbe. Il y a de l'espoir. Et donc, vous invitez tous les chorégraphes de Côte d'Ivoire donc à s'unir et à faire partie de cette fédération-là pour professionnaliser le secteur. Effectivement, le problème que nous avons rencontré depuis lors jusqu'à maintenant, parce que nos aînés ont tenté de se retrouver et de pouvoir mettre une corporation en place, mais malheureusement, on va le dire, il faut le dire, c'est un problème de personne. Okay. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette dynamique-là. Nous allons dans une autre dynamique de dire la Côte d'Ivoire d'abord, les acteurs de la danse d'abord, et les résultats que ça va donner à la Côte d'Ivoire, c'est ce que tout le monde va voir. Donc nous ne sommes plus d'accord pour qu'on ne cite qu'un seul nom dans une structure qui a droit à accueillir 400-500 personnes ou d'autres compagnies. Si tu ne viens pas avec le nom de la personne, tu ne rentreras pas. C'est-à-dire que tu n'as pas accès, tu n'es pas programmé. Pour nous, c'est non. Pour nous, aujourd'hui, avoir des performances, avoir des spectacles comme ça en salle, c'est une façon pour nous de dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a de la richesse et que tout le monde doit pouvoir bénéficier. Allez, c'est dit. C'est bien entendu. Merci d'être passé sur notre plateau. Élisée Goli, je rappelle, vous êtes chorégraphe et directeur artistique et chorégraphe de la compagnie, vous êtes chorégraphe de la compagnie de danse Moyen Ivoire. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci. Nous serons en compagnie de Jonathan Morrison.
Oui, sur ce plateau. Oui. À tout de suite. Vous regardez le Grand Talk. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, merci d'être fidèle au rendez-vous. Si vous êtes là depuis le début, eh bien, merci. Merci beaucoup. Venez de nous fidèles, vous prenez rendez-vous en marche. Ça fait plaisir. Élisée Boloubou est avec nous sur le plateau. Élisée. Daouda Koulibaly, Sa Majesté est avec nous. Monsieur Alain Toussaint est également présent. Et nous a rejoint, je vous l'annonçais sur le plateau du Grand Talk, Jonathan Morrison. Bonsoir Jonathan, comment ça va? Bonsoir, ça va bien, super bien. On va expliquer un tout petit peu à nos téléspectateurs ce qui nous vaut l'honneur de ce look. C'est l'année de la jeunesse. Hein. On va profiter de l'année de la jeunesse pour valoriser nos cultures, nos traditions. Voilà. Et ça, c'est une tradition d'où? Gouraud, de chez nous, chez moi. Non, je sais, je voulais juste savoir si toi-même tu savais en fait. Merci. Comment, mais... Je voulais savoir, non mais c'est surtout savoir c'est quoi, ça s'appelle comment. Non, c'est C'est juste le ça. pain camandien, En fait, c'est ce que je voulais juste dire. Très bien, ok. Bon, allez, on fait un petit tour quand même. Un petit bilan du tournoi Kam Tchétchen. Tout va bien, tout se passe bien. Tout s'est bien passé C'est ça. l'année dernière et là, on prépare la deuxième édition, Exactement. encore plus grandiose et voilà. Et comment est-ce que pour cette deuxième édition, elle va se passer? Quelles sont les innovations de cette deuxième édition? Il y a beaucoup d'innovations qui restent toujours, je vais dire, je sais pas si je vais dire classifiées ou confidentielles, mais pour l'instant, c'est à découvrir. Voilà. Mais on invite toute la jeunesse à une tournée nationale qui aura lieu à partir du 19 mai prochain. Et voilà. La tournée va consister à quoi, avant la question d'Alain? C'est une tournée, vous en parlez, donc je vous lance La là-dessus. tournée consiste à valoriser la culture, les traditions ivoiriennes. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses qui sont encore secrètes, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais la tournée, il faut voir pourquoi. Enfin, moi, je pensais que c'était une forme de tournée de présélection. Ça n'a rien à voir avec Non, ça n'a rien à voir. C'est par rapport au Tchétchen. C'est ça. une tournée pour annoncer, pour préparer voilà, la prochaine édition, mais il n'y aura pas de match ou... voilà. Très bien. Alors, l'année dernière, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la première édition du Tchétchen. Et puis 2023, je suis intéressé parce que mon entreprise sponsorise un club de foot à Guibéroa. Donc, il y a Guibéroa? Oui, il y a Ok. une vingtaine de jeunes, l'Atlético de Guibéroa, qui sont là en immersion, qui travaillent. Quelle division, s'il vous plaît? Pour le moment, c'est en division d'honneur. OK. Voilà, en division d'honneur. Et je crois qu'on a obtenu l'autorisation cette année auprès de la FIF. Est-ce que ce club peut participer? Quelles sont les conditions pour prendre part au tournoi 2023? Parce que je suis très intéressé, 100 millions quand même, c'est pas... Ah oh, bon, c'est pour pas rien. cette année, c'est déjà bouclé. Les équipes Ah sont bon, déjà mais bouclées. déjà? Oui, oui. Mais pourquoi? Depuis décembre passé, Ah oui, mais non. on avait calé à 16 équipes. Oui. On a eu tellement de demandes, on est monté à 24 et on a eu tellement de demandes. Mais la vraie question qu'Alain va se poser, c'est comment ces équipes 32 ont été informées qu'il y avait une sélection non. Moi, pour je n'étais pas informé. Comment les savais équipes ont participé? On a passé une annonce. On a passé une annonce, on a invité Mais les vous êtes un présidents. champion de la communication et là, apparemment, il a manqué quelque chose. Non, pas vraiment. Si on a 32 équipes, ça veut dire qu'on a atteint, on a réussi notre objectif. On a eu plus même que 32 équipes, c'est parce qu'on ne pouvait pas dépasser la limite. C'est à Guibéroa seulement que Que l'information n'est pas L'information n'est pas arrivée. arrivée. Oui, mais les 32 équipes, on veut juste savoir. Parce qu'on a remarqué que pour l'édition précédente, c'était surtout des équipes communales. Est-ce que c'est dans le même registre pour ces 32 équipes? L'année passée, il y avait des équipes de l'intérieur. Et cette année, il y a seulement 11 équipes à Abidjan et le reste sont à l'intérieur du pays, viennent de l'intérieur du pays. Ouais. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, je pense que la dernière fois, on était à combien? 60 millions. Là, on est 80. 80 millions. Là, on passe à 100 millions. Non, on peut dire c'est 100 millions pour l'équipe vainqueur. D'accord. Mais il y a le deuxième, il y a le troisième. il y a Donc, on le est meilleur autour de joueur. 200. Voilà, par là. Non, on dépasse les 100 millions en tout cas. Donc, là, mais, clairement, Jonathan Morrison est en face de nous. Les équipes qui doivent avoir de l'argent, le montant va s'élever à combien pour les 3 équipes? Ou bien les 4 ou 5 équipes, Sur si le vous voulez. podium. Combien vaut le podium? Bon, c'est à peu près la même chose que l'année passée. Normalement, 40 millions pour l'équipe vainqueur, 20 millions pour le second, 10 millions pour le troisième. Mais cette année, on a ajouté 60 millions sur
la cagnotte de l'équipe vainqueur seulement. Donc, ça fait 100 millions pour l'équipe vainqueur. Mais les 60 millions ne vont pas aller chez les joueurs ou bien chez les membres de l'équipe. Les 60 millions vont aller vers la commune. Ils vont aller dans des projets d'embellissement, de nettoyage et puis d'ouverture de garage mécanique et lavage et tout ça pour embaucher des jeunes de la ville ou de la commune qui a remporté pour faire valoir cette somme-là. Mais sur quoi compte Jonathan Morrison, finalement? Parce que là, on parle de sommes pharaoniques. C'est vraiment immense. En tout cas, pour ma part, c'est immense. Pas pour moi. Bon, ok, mais comment vous trouvez cet argent? Qui sont derrière? Qui est derrière vous? Quels sont les partenaires qui vous suivent? Pour qu'on sache, aujourd'hui, les Ivoiriens sont là, ils veulent savoir aussi. Mais il n'y a personne derrière moi. Je travaille. Jonathan Morrison compte sur lui-même. Ouais. Quand on m'insulte, on n'insulte pas la personne qui est derrière moi. Tout le monde m'indexe. Si les choses s'étaient mal passées, on n'allait pas chercher qui était derrière pour l'indexer. C'est moi qui prends le procès. Mais je pense que pour la première édition, il y a au moins des partenaires qui vous ont aidé. Des partenaires qui nous ont aidés. Déjà, un partenaire n'aide pas. Si on dit partenaire, ça veut dire qu'il y a un partenariat. Ça veut dire que c'est gagnant-gagnant. Voilà. Et l'année passée, vous avez vu, on a commencé le tournoi sans partenaire, sans sponsor, jusqu'à la fin où ils ont essayé de grouper là-dessus. Voilà. Donc, Jonathan Morrison compte sur lui-même. Alors, l'édition 2023 aura lieu toujours au Parc des Sports ou dans Oui, l'édition 2023 aura lieu au Palais des Sports. Ouais. Est-ce que vous payez, vous déboursez de l'argent ou il est mis gratuitement à votre disposition? Bon, on travaille avec la Fédération de football petit poteau et donc c'est la fédération qui s'occupe de tout ce qui est de cette partie-là. Finalement, vous avez réglé vos mésententes? Oui, on a réglé. Nous sommes, je suis allé voir le ministre des Sports qui m'a conseillé de parler avec la fédération et donc on s'est assis, on a parlé, voilà, comme des grandes personnes. Quoi. Donc finalement, le CAM Tchentchen fait partie des compétitions affiliées à la Fédération ivoirienne de petit poteau. Oui, nous sommes dans les règles, voilà. Mais moi, je voudrais revenir sur un fait, comme vous parlez des règlements. Je vous promets que quand on préparait l'émission, Daouda est venu nous dire en studio, parce que moi, Daouda, il faut avoir que tu arrêtes. Daouda est venu en studio, Jonathan Morrison a passé, moi, mais c'est un patron quelque chose. Ça fait la quatrième question que vous avez. À un moment donné, il va falloir être honnête. Je sais. Mais en fait, ce que je veux savoir, on parle de règlement, vous avez réglé vos différents en griffe avec la Fédération ivoirienne de football. Mais sur les réseaux sociaux, on voyait certains nouveaux prestataires se plaignent ça et là, il ne nous a pas payé, il n'a pas fait ceci. Finalement, est-ce que vous avez réglé ce différend? C'était faux tout ça. C'était une campagne de dénigrement. C'était faux. Ouais. On est là, on a ouvert notre siège. Tous les partenaires savent où nous trouver. Si on leur doit, ils peuvent venir, mais ils peuvent porter plainte. Tout ça, toutes ces informations de Jonathan Morrison doit ici, Jonathan Morrison, tout ça, c'était faux. D'accord. Donc, il y a quelques mois, quand vous lanciez la première édition, vous avez assurément créé quelque chose de très fort qui a impacté la jeunesse. Il y a, je crois, 24 ou 48 heures, vous avez rencontré le ministre de la Jeunesse. Que vous a-t-il dit, sans aller dans le secret de vos échanges, mais quel type de relation allez-vous mettre en place avec son institution? OK. Alors, cette année, on prévoit mettre vraiment le paquet. Et mettre le paquet, ça veut dire qu'on va rassembler beaucoup de jeunes, des milliers de jeunes. L'année passée, on avait 7000 jeunes qui venaient en moyenne par match. Et cette année, on veut profiter de cette opportunité pour passer des messages importants. Voilà, on ne veut pas que ce soit seulement de l'amusement. Voilà, donc moi, j'ai vu le ministre des Sports qui a décidé aussi de nous apporter un appui institutionnel, le ministre du Tourisme et le ministre de la Jeunesse. Voilà. Donc, à travers ces ministères-là, pendant la tournée, on aura un podium, un concert, des écrans géants et tout ça. On va faire passer des messages que le gouvernement souhaite faire passer à la jeunesse et tout ça. Voilà. Vous allez recevoir un petit appui financier ou un grand appui financier? Non, on n'a pas encore parlé de ça. Moi quand je parle, je c'est le concept que vous vendez? Voilà, exactement. Voilà. J'ai vu sur l'une de vos affiches, vous avez mis hashtag Visite Côte d'Ivoire. Ça veut dire vous portez aussi le projet de promotion du pays? Oui. D'accord. Élisée? Ok, moi je voulais, au-delà de l'aspect festif, l'aspect footballistique et autres, aujourd'hui, vous, quel message vous voulez que les jeunes retiennent du CAM Tchentchen? C'est-à-dire au-delà de l'aspect sportif, le fait de se retrouver jouer, taper dans le ballon, c'est quoi aujourd'hui le message au fond que vous voulez apporter à la jeunesse ivoirienne? Maintenant, je vais poser une question. Vous dites, au-delà de l'aspect sportif de la Coupe du Monde, quel message on peut? Ça peut si, on peut le dire. Il faut avouer que c'est vraiment difficile de répondre à cette question. Mais je veux que les jeunes sachent que tout ce qu'ils voient à la télé, qui se passe à l'extérieur, à l'Occident, on peut réaliser ça ici en Côte d'Ivoire. On peut faire même mieux qu'eux.
Voilà, et je souhaite que les jeunes se mettent au travail parce que le Tchétchène, ce n'est pas seulement de l'amusement. Il y a beaucoup de talents qui sont mis au travail. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent. C'est des centaines de personnes qui sont dans l'organisation juste pour réaliser une seule journée du tournoi. Donc, tout ça, ça fait la promotion de la jeunesse ivoirienne, en fait. Maintenant, aujourd'hui, je pense que lors de la finale du Camp Tchétchène, même les cas, au niveau des cas demi-finales, on a vu beaucoup d'hommes politiques venir graviter autour du Tchétchène. Bien vrai qu'au début, ils n'étaient pas là, mais vers la fin, ils étaient tous là. Est-ce que quelque part, Jonathan n'a pas peur que des politiques veuillent plus ou moins s'accaparer la foule qu'ils drainent aujourd'hui? Non, moi, je n'ai jamais pensé à ça. Il y a une période électorale bientôt. C'est en septembre. OK, nous sommes apolitiques. Moi, je travaille pour la jeunesse, je travaille pour réaliser mes rêves. Donc, si un personnage public vient, on prend tout le monde au même niveau. Ce que Daouda veut dire, par exemple, je vous permets de voir ça en caricature. Vous avez dit tout à l'heure, il y a des messages importants qui seront délivrés lors des éditions de Camp Tchétchène. Donc, vous imaginez donc un leader politique à la faveur d'un certain soutien, qui voudrait donc prendre la parole, passer un message. Il va falloir peut-être penser à canaliser ça. Je crois que c'est l'idée de... Non, on va pas... Personne ne va prendre la parole pour passer un message. Moi, j'ai parlé du gouvernement. J'ai parlé de ministre des Sports, ministre de la Jeunesse, ministre du Tourisme. Je ne pense pas que je pense pas que les périodes électorales les concernent. Bon, en tout cas, les messages que nous allons passer, ce sont des messages d'encouragement. Voilà, les messages par rapport au programme, par exemple, Emploi Jeune, qui a plusieurs programmes. La dernière fois, nous sommes passés, nous avons parlé avec eux. Ils ont des programmes qui veulent faire découvrir à la jeunesse. Et ce sont ces messages-là qu'on va faire passer. Voilà. Est-ce que vous allez également sensibiliser durant cette période-là, même déjà dès votre tournée, la jeunesse ivoirienne à rester au pays plutôt que d'aller se jeter en mer? Ça, c'est un défi important. Et par le sport, on peut atteindre quand même ces jeunes-là qui partent désespérément à l'étranger. Mais c'est une des raisons pour laquelle nous travaillons même. Parce que s'il y a tout ici, ils ne vont pas aller à l'extérieur. C'est pour ça que nous, on veut apporter ce qu'ils vont chercher là-bas. C'est ce que j'essaie de réaliser ici. En fait. Ils voient la Champions League à la télé, la NBA et tout ça. Et moi, j'essaie de réaliser des choses pareilles. En fait. Comme ça, ils vont se sentir aussi comme s'ils étaient là-bas. Et puis, ça crée aussi des opportunités. Très bien, Wilson. Je vais vous demander exceptionnellement, est-ce qu'on peut légèrement bouger le magnifique collier? Parce qu'il voilà, il a une petite interférence avec le micro. Mais non, mais on comprend que c'est des questions d'esthétique en même temps. Mais ce n'est pas grave, on comprend. Alors, on a parlé de Camp Tchétchène. On a parlé de Camp Tchétchène 2023. L'une des innovations, c'est le trophée. Oui. Alors, ce trophée a une particularité. On va d'abord le recevoir, l'accueillir comme la flamme olympique. C'est le trophée Camp Tchétchène 2023 et qui va faire son entrée sur le plateau du Grand Talk. Qui rit. À ne toucher qu'avec des gants. À ne toucher qu'avec des gants. Avec des gants. Non, l'autre côté. Voilà. Encore une fois. Voilà, c'est un trophée qu'on ne touche qu'avec des gants. Il a été très très précis là-dessus. Alors, Jonathan Morrison, on va décrire ce trophée. On va en parler. C'est une œuvre d'art. Exactement, faite à la main. Vous avez fait quelle hauteur? Je pense 49 cm. 49 cm, ouais. Très bien. 49 cm parce que 4 plus 9, 13. Très bien, bravo. Et le poids de ce trophée, c'est pour savoir. Bon, honnêtement, je n'ai pas encore... Il n'a pas encore pesé le On trophée. a besoin de ces détails aussi après. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est en quelle matière? C'est bois, c'est du bois. Moi, j'ai juste contacté... Pourquoi le bois? D'abord parce que j'aime le bois. Ça, c'est numéro un. Comme si vous avez vu l'intérieur de mon bureau, tout est en bois, même les échantillons des gradins qu'on a fait en bois, j'aime beaucoup le bois. Voilà. Et ensuite, c'est pour aussi donner la valeur au bois. Voilà. C'est de donner la valeur au bois pour donner beaucoup de valeur au bois. Protéger la forêt, c'est aussi le message. Oui, c'est aussi le message, oui. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont mal compris ça par rapport à... Parce qu'on protège la forêt, en bois. Il faut d'abord rappeler que là même, je vois un cahier, une feuille devant vous. C'est presque impossible d'arrêter de couper les arbres ou bien d'arrêter d'utiliser le bois. Parce que même les chèques, les cahiers, les livres, tout ce qu'on fait, le bois est dans beaucoup de choses que nous utilisons aujourd'hui. Mais le message que moi je veux faire passer, c'est même si on coupe, il faut replanter. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de reboisement, parce que reboiser, c'est juste replanter. On ne peut pas arrêter de couper, mais on peut continuer à planter si on va utiliser encore. Mais est-ce que dans votre processus de tournée, de caravane que vous allez faire,
dans le pays profond, est-ce qu'il y a des campagnes de reboisement qui sont Vous avez fait comprises du dedans? planting symboliquement? Non. Pour l'instant, on a beaucoup de choses à faire. Mais vous pouvez donner l'exemple. L'exemple, ouais. Comme ça, juste comme ça, puisque le trophée on n'a est pas en bois. prévu ça. Voilà, le Il est trophée honnête. est là. Donc- Le trophée a beaucoup de valeur parce que c'est vrai que c'est du bois. Tout le monde pense que c'est bizarre, c'est la première fois, on n'a pas encore vu ça, mais c'est l'homme qui donne la valeur. Bien sûr. Oui, Et dans l'univers, le bois a beaucoup plus de valeur même que le diamant. Parce que le bois peut nous permettre de chauffer l'eau, le bois peut nous permettre d'écrire, tout ça, mais le diamant... oui. Le bois permet d'acheter du diamant. Oui, mais ce que tu dis est tellement juste. Excuse-moi si je te tutoie, hein, ce que tu dis est tellement juste. Yeah. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, vous voulez sensibiliser au reboisement ou bien inviter les gens au reboisement. Vous faites une caravane, il n'est pas prévu que vous en parliez, il n'est pas prévu que vous fassiez du planting. Comment cette sensibilisation et cette mobilisation au reboisement se fait? Il est prévu qu'on en parle. C'est pour ça que... Il est prévu que vous en parlez Il est pendant les prévu temps. qu'on en parle, mais Ok. on n'a pas prévu de programme pour Un aller planting replanter symbolique. comme les de boss, planting, en fait. Yodé, Voilà. Siro, ils De sont en train planting, de... c'est Voilà, ça. on Il n'a y a pas pas de prévu truc de ça pour planting. l'instant parce qu'on a tellement de choses à faire. Et moi, Mais vous avez prévu mais sensibiliser. Voilà, parler Mais moi, de ça. là où voilà. je trouve qu'il y a comme quelque chose qui sonne mal dans ma tête, c'est que vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous êtes sur un plateau de télévision, les Ivoiriens vous écoutent, mais vous avez la langue de bois. Bon, j'avoue que vous aimez le bois aussi. C'est bizarre. Daouda, c'était quoi la question? Non, je veux dire, puisqu'il dit qu'on va faire ci, mais c'est top secret, c'est confidentiel. Donc finalement, je veux que... Parce que si je parle... J'ai envie de savoir, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que la deuxième édition de Tchintchen me propose. La deuxième édition de Tchintchen propose du jamais vu. Je peux vous expliquer, mais si je vous explique, vous n'allez pas comprendre. Parce que c'est Je du suis pas jamais aussi vu. con que ça, M. Jonathan. Je ne pense pas être aussi con que ça. Non, mais vous allez voir. Je préfère vous montrer parce que l'année passée, quand j'ai expliqué, il y a eu tellement de choses, tellement de bâtons dans les roues et tout ça. Cette année, Vu je sous cette préfère angle, je comprends. montrer, À voilà. propos de ces innovations, hein, certainement pour aider un peu Daouda dans sa question, on avait parlé par exemple d'une nouvelle règle qui pouvait être introduite. Est-ce que c'était qu'une rumeur? Une nouvelle règle Oui. de... On avait évoqué... Il y a pas de football. Oui. Oui, il y a le football, on appelle ça football maintenant. C'est quoi cette règle? Voilà. C'est pas une nouvelle règle, en fait. D'accord. Qu'est-ce Quand que il y c'est? avait eu des petites histoires avec la fédération, vu qu'on ne pouvait pas toujours marcher ensemble, on était en train d'essayer de créer D'envisager. notre propre association et puis voilà, essayer d'ajuster un peu les règles. Voilà. Mais Aujourd'hui, ça va. aujourd'hui, ça va. Donc, voilà. Ok. Donc, mais nous, c'est toujours le football. Alors, la première édition du Tchintchen a eu beaucoup de retentissement par sa médiatisation aussi. Vous étiez confronté à pas mal de difficultés. Il y a un média, Live TV, qui a décidé de vous accompagner. Et vous reconduisez ce partenariat pour la deuxième édition. Pourquoi? Dites-nous, et comment cela va se passer? Bon, on n'a pas reconduit le partenariat pour la deuxième Enfin, édition. On le avait contrat déjà se poursuit, prolongé, oui. voilà. Et voilà, Live TV, c'est la chaîne Donc, toutes les rencontres seront diffusées en direct, en direct sur la Live chaîne. TV, exactement. Yeah. Alors, la concurrence, évidemment, vous a fait un peu la cour, j'imagine. Oui, on peut. Hein? Oui. Canal et autres. Bon, je ne vais pas mentionner de nom. Mais on sait. Voilà. Non, bon, ce qui est sûr. Ça, Nous, on est journalistes. Oui, c'est ça. On va se limiter à dire que la prochaine édition du Camp Tchintchen sera sur Live TV. ça. D'accord, les amis. Exactement. Bon, alors, là, on a le trophée, le magnifique trophée en bois qu'on a décrit. On a vu son arrivée majestueuse, magistrale, spectaculaire. On a parlé du Camp Tchintchen 2022 avec, Alain disait tout à l'heure, ses succès, mais vous êtes un garçon intelligent, vous avez également appris de certaines erreurs. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être gérées, la sécurité, il y a un certain nombre de détails que vous avez vous-même tenu à prendre en compte pour éviter, pour faire de cette édition jamais vue. Exactement. Très bien. Maintenant, donc, cette année, on n'aura pas de problème de dire, on donne le chèque temps, après on bouge de date, Mais l'année passée, on n'a pas bougé Non, les si dates. vous avez bougé un peu quand même. Non, on n'a pas bougé les dates. On a donné des dates et on a respecté ces dates. C'est quand même des grosses sommes. On ne peut pas donner comme ça. Il y a des procédures. On peut pas. Mais je veux dire, après le tournoi, on pourrait donner un chèque. Non, on peut. C'est nous qui avons organisé. Quand on est prêt, on donne.
Parce qu'à l'édition, on donne des chèques. Oui, et c'est on comme à attend la 2 Coupe semaines du après. Monde. Voilà. D'accord. Il y a des tournois, il y a des événements, il y a des tournois, il y a des compétitions qui se sont passées depuis des années jusqu'à présent. Les gens n'ont pas encore reçu de chèque. Exemple? Je ne vais pas dire de nom, mais ils se connaissent. Ok, moi, je suis vraiment intéressé par ce volet sensibilisation sur le reboisement, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on a perdu notre couvert végétal. Exactement. Et aujourd'hui, on a une politique de vraiment reboiser. C'est vrai, au-delà de la sensibilisation, appeler les gens à reboiser, à aller au reboisement, est-ce qu'il est prévu, vous, à votre niveau, je ne parle pas forcément de la caravane, mais dans votre planning, de vraiment mettre en œuvre un process de planting d'arbres, si c'est le cas, où? Il n'est pas encore prévu pour l'instant. Il n'est pas encore prévu. C'est une idée que nous nourrissons. Voilà. Pour l'instant, nous nous concentrons dans la réalisation de la 2e édition du Tchin-Tchin. Après la compétition, on pourra s'asseoir et puis réfléchir calmement à ce qu'on peut. Mais est-ce qu'il y a des partenaires qui vous ont déjà contacté? Je veux dire, pas des partenaires télé, mais d'autres partenaires comme Coca, comme Sprite, comme... Qu'est-ce que vous faites, Non, je veux dire... C'est du placement de produits. Je vais être précis, en fait, quoi. Non, c'est pas ça, vous faites de la com. On a été contacté par beaucoup de partenaires, beaucoup d'entreprises, mais voilà, on a été contacté par beaucoup. Alors, rapidement, Vraiment rapidement. vos relations avec une personnalité du sport qui vous a soutenu au moment où c'était difficile ou quand tout le monde vous fuyait, Didier Drogba, cette relation. Mais moi, j'aimerais dire fusionnelle. même Zokora, maestro. Non, mais Didier en particulier. Voilà. Nos relations. Voilà, toujours avec le Tchin-Tchin aussi. Oui, pour cette nouvelle tout se édition. passe super bien. Tout se passe super bien. Et Zokora, maestro. Tout se passe bien aussi. Mais à la Vous finale, voulez on l'a pas le nom vu. d'un joueur aussi, vous voulez lui parler? Non, bon, il n'était pas disponible. Jonathan Morrison, merci d'avoir été sur notre plateau. On rappelle, donc le Tchin-Tchin Tour va commencer. Est-ce qu'on avait un gant pour le toucher tout à l'heure? Il n'y a pas de problème. La question du Tchin-Tchin Tour, ça démarre quand? Le 20 mai, Le à 20 mai, Yamoussoukro. à Yamoussoukro. Ouais. Très très bien. Bon, il y a une question de certains téléspectateurs, ils sont très nombreux. Alors, ils ont insisté sur la question, est-ce qu'on aura nos pom-pom girls? Bien sûr. On insiste, voilà. hein, c'est important. Bien sûr. C'est vendredi, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fermé les questions. Jonathan Maurice, merci d'avoir été sur notre Pas de plateau. problème, merci Plein beaucoup. succès donc, Merci à beaucoup. votre Tchin-Tchin Tour et surtout pour le Cam Tchin-Tchin 2023. On y sera, normal, c'est Live TV. Exact. On y a cru et on y croit toujours. Merci beaucoup. C'est nous. Merci beaucoup. Merci Élisée, merci André, merci Alain, merci Daouda, André parce que directeur de formation. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme et excellent week-end à Maïmike. À lundi.